de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, politique et race en France, un mariage dangereux, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a des histoires vraies de discrimination, d'inégalité, de racisme et la République et sa devise liberté, égalité, fraternité qu'elle a bafouée à La Réunion au détriment de femmes et d'enfants. Alors pour commencer, les personnages, une réalisatrice qui a révélé, un ministre qui disait avoir de bonnes intentions, une militante qui veut réparation, une avocate, un homme déraciné à 9 ans et une fillette devenue grande qui tient tête. Ensuite, le décor, la surpopulation, la colonisation, une clinique, des avortements forcés, la Creuse, une voiture rouge, des mensonges, des familles d'accueil détestables, la solitude, la responsabilité et désespoir. Aujourd'hui, 3e épisode, on fait un peu de pédagogie. L'île de la Réunion. Des navigateurs courageux sillonnant les mers la découvrirent vers 1510, à l'est de l'Afrique, à l'est de Madagascar. Cette île était alors inhabitée des hommes. Par contre, des milliers d'oiseaux, des centaines de tortues vivaient paisibles dans la luxuriante forêt. Aujourd'hui, l'homme s'est installé. 12 en 1646, 110 000 en 1836, 220 000 en 1946, la population de la Réunion atteindra bientôt le chiffre de 500 000 habitants, sur un rocher de 2500 km². Ici la Réunion, t'es mon nina tout nassou. Les problèmes de la Réunion découlent tous de la surpopulation. La démographie conditionne l'emploi. Environ 30% de la population active est au chômage. Une situation qui a également une incidence sur les conditions de vie dans l'île. C'est vraiment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France, quand elle repense comment elle va reconstituer son empire colonial, décide que ce qu'on appellera les départements d'outre-mer, leur développement est impossible. Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale. Et donc les deux solutions à apporter vont être d'une part l'organisation d'une immigration massive qui aura lieu dans les années 60 avec ce qu'on a appelé le BUMIDOM, le Bureau d'immigration des Outre-mer, et le contrôle des naissances. Mais ça ne prend pas effet tout de suite et il faut le remettre aussi dans un cas beaucoup plus général d'une attention énorme des pays du Nord, de ce qu'on appelle de l'Occident, de l'Ouest, sur le contrôle des naissances dans le Sud, dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Une énorme attention avec d'énormes programmes qui se mettent en place parce que ces peuples font trop d'enfants et que ça va devenir une menace pour le monde libre et le monde occidental parce que ces pays sont pauvres et que donc les enfants qui vont naître là vont vouloir migrer vers les pays riches et vont représenter une menace. En passant de 225 300 à 445 500 habitants, la population réunionnaise a pratiquement doublé entre 1946 et 1970. L'essor démographique a été maîtrisé. Durant les 5 dernières années, le taux d'augmentation annuel est passé de 2,92% à moins de 1,20%. L'amélioration du niveau de vie de la population, le développement de l'urbanisation, la propagande en faveur de la limitation des naissances a fait diminuer le taux de fécondité. Dans les colonies, il y a toujours eu une attention particulière à la forme de reproduction. Qui a le droit, qui n'a pas le droit. Déjà sous l'esclavage, évidemment. Comment va-t-on reproduire la force servile, la force de main-d'œuvre, puis après dans la colonie de faire aussi attention d'interdire les relations sexuelles entre communautés natives et communautés de colons. Prend toute une attention sur qui a le droit de faire des enfants et les droits du père, les droits de la mère vont être différents entre français et colonisés. Ici la Réunion, t'es mon nina tout nassou. Stérilisation sans consentement, exil forcé, la République s'est perdue à La Réunion. Par Alain Lefkovitch et Somani Na. Alors, à peine descendu de l'avion, on a interrogé M. Debré sur ses projets politiques. Il n'a guère rassasié la faim des journalistes. Il n'est pas contestable, comme n'est pas contestable l'attachement populaire, l'enthousiasme populaire et la confiance des Réunionnais
dans le général de Gaulle, dans son action. Sans doute, ce résultat est-il en partie un acte de confiance des Réunionnais qui pensent à leurs problèmes économiques et sociaux et qui prennent conscience du fait que leur taux exceptionnel de natalité rend plus graves et plus urgentes les solutions qu'ils attendent. Des pages peu reluisantes de notre passé, il y en a plein dans les oubliettes de l'histoire. Des cartons entiers qui dorment depuis des lustres et dans lesquels personne ne souhaite se plonger car ça pourrait bien gêner du beau monde. Voilà en substance comment pouvait débuter une discussion familiale. On jetait un pavé dans la mare et celui qui se sentait éclaboussé saisissait la perche. Il y a eu Sétif, il y a eu le 17 octobre 61, puis la torture en Algérie et la Francisque de Mitterrand. Et un jour, l'affaire de la clinique Saint-Benoît de l'île de la Réunion et celle des enfants de la Creuse ont éclaté. Une histoire d'eugénisme forcé et de déplacement contre leur gré, de centaines d'enfants enlevés à leur famille pour venir repeupler les déserts ruraux des métropoles. Une histoire qui aurait duré plus de 20 ans, des années 60 aux années 80. Une politique orchestrée par Michel Debré, alors député de la Réunion, qui entendait justifier la départementalisation de l'île et empêcher la germination de toute idée d'indépendance. On venait de perdre l'Algérie, on n'allait tout de même pas perdre la Réunion. La France aurait-elle commis l'irréparable dans ce dôme de 400 000 habitants, en proie à la pauvreté, la surpopulation, l'analphabétisme et la violence sociale? Pour celles et ceux qui en ont été victimes, il n'y a pas de doute. Mais pour les autorités françaises, la prudence reste, comme dit le proverbe, mère de toutes les vertus. Le 20 août 1970, le scandale éclate sur l'île de la Réunion. La presse locale relate une sombre histoire à peine croyable. Le docteur Moreau planifiait l'avortement de femmes sans leur consentement, dans cette clinique aujourd'hui abandonnée. Ce drame aurait été oublié sans l'audace de cette réalisatrice qui a réouvert l'enquête. Est-ce que ça vous a marqué, cette histoire? Ah oui, ça il marque moi ça. Ça, comme ça passe devant la clinique, il marque moi. Comment ça s'est passé quand vous avez eu mon témoin clé, Madame Robert, qui malheureusement est décédée aujourd'hui? Jarmila Buskova, réalisatrice. Elle m'expliquait qu'elle est venue à la clinique de Saint-Benoît parce que son médecin traitant l'avait envoyée là. Alors pourquoi à Saint-Benoît il y avait aussi tous ces médecins qui étaient de mèche et qui, je ne sais pas si ils recevaient des dédommagements pour envoyer leurs patientes dans cette clinique, mais en tout cas, on peut peut-être le penser parce que de toute l'île, même si les distances sont importantes, surtout au niveau du transport de l'époque, parce qu'il y a des montagnes, c'est pas évident, mais de toute l'île, les femmes étaient envoyées par les médecins à la clinique de Saint-Benoît. Donc, c'est un peu curieux quand même. Et donc, Madame Robert est venue là pour se faire opérer de son appendicite. Et sans la tenir au courant de autre chose, on lui a retiré son appendicite, mais on lui a aussi retiré son enfant. Elle était enceinte de 2 mois à l'époque. Et elle savait qu'elle était enceinte? Oui, elle savait qu'elle était enceinte. Oui. Elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'elle a été avortée une fois rentrée à la maison. Un autre exemple, on injectait à ces femmes, mais massivement, le Depo-Provera, qui était un produit interdit en métropole et qu'on injectait non seulement aux femmes qui venaient spontanément au planning familial, mais aussi, par exemple, dans les internats, aux jeunes filles
qui pouvaient tomber enceintes, mais des jeunes filles de 16-17 ans. Et ce traitement-là, ça avait des lourdes conséquences sur leur santé. J'ai retrouvé une infirmière qui a vécu cette époque et qui dit les symptômes qu'elle relevait suite à ce traitement, c'est-à-dire que les femmes n'avaient plus de règles pendant 6 mois, 1 an, qu'elles grossissaient, qu'elles avaient des eczémas, des démangeaisons, des choses comme ça, et que même au niveau psychique, ça laissait des traces. C'était des traitements qu'on administrait aux vaches, en fait, au Canada. Alors, il y a un autre extrait. C'est sur cette fameuse place du marché couvert que Michel Debré, notre député et ancien Premier ministre, faisait ses meetings électoraux. C'est là que j'ai eu la fibre politique qui est venue peu à peu. Et d'ailleurs, il y avait une vieille dame qui me nommait, à chaque fois qu'elle me voyait passer, Michel Debré. Alors que ce n'était pas mon nom, je m'appelais Daniel Huette, tout simplement. Voilà Erika Barretz. Ce qu'a fait Michel Debré. Donc Erika Barretz, c'est l'ancienne ministre des Outre-mer sous le président Hollande, et aujourd'hui elle est maire de Saint-Denis. Sur l'assimilation. Et l'assimilation, c'était la négation de ce que nous étions dans notre singularité. Il fallait affronter le système d'État qui imposait le mutisme et qui imposait une vision unique, assimilationniste du territoire réunionnais en l'occurrence. Voilà, donc alors elle le dit bien, hein, c'est une vision qui suppose, tout comme les médecins qui supposaient qu'ils n'avaient pas besoin d'expliquer aux femmes ce qu'ils leur faisaient, que eux savaient mieux. Alors les politiques, ils supposaient qu'ils savaient beaucoup mieux que les habitants ce qu'il fallait faire pour leur bien. Comment se fait-il que personne n'ait réagi? On était au courant de cette histoire en métropole à l'époque, ou c'était une histoire, une affaire réunionnaise? Alors on était parfaitement au courant en métropole de cette histoire, et d'ailleurs le paradoxe est que on était plus révoltés en métropole qu'à La Réunion. C'est-à-dire qu'il y avait des journalistes, évidemment les journalistes de gauche qui ont écrit sur cette histoire, qui ont été envoyés à La Réunion à l'époque. Par exemple, je vous donne le nom de Claude Angéli, c'était pas pour Canard enchaîné parce qu'il n'existait pas encore, mais il a été envoyé, il a couvert le procès. Il y avait Le Monde sur place qui a couvert le procès. En revanche, à La Réunion, le procès a fait un peu de bruit, mais à part ça, silence total. Le pouvoir des médecins, en l'occurrence, était tel, qui faisaient en même temps la politique, évidemment, qu'ils arrivaient à étouffer cette affaire. Les forces anticolonialistes à La Réunion le font savoir en France, donc c'est dans tous les journaux quand même, ça fait un peu scandale. Donc il y a quand même un procès, mais ils partent, ils quittent le tribunal sans que rien ne leur arrive, et il ne se passera plus rien. Tout est mis sous le tapis. Non seulement les avortements, mais le détournement massif d'argent, puisqu'ils se font rembourser à l'époque par la sécurité sociale des actes chirurgicaux qui ne sont pas évidemment l'avortement, puisque c'était un crime, mais d'autres formes. Le directeur de la sécurité sociale, il a été appelé à la barre. Il a dit oui... on voyait que le nombre d'actes dans cette clinique touchant à la gynécologie était important. Donc on remboursait certains actes, certains on a refusé de rembourser, mais on ne savait pas qu'il s'agissait des avortements. Et puis il disait la clinique sortait du lot de toutes les cliniques de l'île par le nombre d'actes. C'était à l'origine une clinique orthopédique.
Or, le nombre d'actes de gynécologie dépassait toutes les cliniques de l'île. Donc, je pense que le directeur de la sécurité sociale, franchement, a fermé les yeux parce qu'il s'est un peu alerté, mais pas beaucoup. Pourquoi parce que cette histoire révèle quelque chose de plus important qui est politique raciale, racialiste de la République française. C'est difficile pour moi d'aller jusque-là, mais je pense que il n'y a pas d'autres explications. Parce que pourquoi on a fermé ce volet du procès? Pourquoi on a dit, bon, on sépare le volet sécurité sociale du reste? Il n'y a pas de raison. Puisque le volet de la sécurité sociale incriminait clairement le système qui s'était mis en place. Dans ce cas-là, les médecins, si on avait jugé ça, si on allait jusqu'au bout, les médecins seraient tombés, et avec eux les politiques. Donc, si on a mis la chape de plomb là-dessus, c'est qu'on voulait que le système reste en place et qu'on ne voulait pas dédommager ces pauvres femmes qui ont tant souffert. Raoul Luca, qui était présent, parle très bien dans le film des plaidoiries des défenseurs. Ce qui est, alors qu'il avait 18 ans, c'est pratiquement la chose la plus marquante qui lui est restée en mémoire, c'est les plaidoiries de ces avocats de la défense qui étaient extrêmement théâtrales et qui employaient des termes quasi ridicules dans ce contexte, dans le sens « que voulez-vous à ce grand ponte de la chirurgie ou à ce grand ponte de gynécologie, etc. Vous n'allez pas l'ennuyer avec cette petite affaire, etc. » C'était quasiment minimiser la souffrance des femmes, en fait le traitement scandaleux qu'on leur a réservé, pour dire que les médecins sont très haut placés et ces femmes sont à une échelle extrêmement basse. Elles ont 2 avocats, dont l'un venu de métropole gratuitement. En face, il y a au moins une dizaine d'avocats qui représentent la clinique et le docteur Moreau et les différents médecins. Ils appellent les femmes à la barre. Maintenant, ces femmes s'expriment en créole. Elles ont beaucoup de mal à mettre des mots sur leur souffrance, à révéler, parler des choses intimes devant toute la salle qui était bourrée à craquer. Donc, je pense que c'est encore une humiliation de plus. Donc on est vraiment dans une position de domination très forte et avec une omerta parce que à la fois, bon, c'était Michel Debré qui était le député, enfin, c'était pas le seul député, mais enfin c'était quand même lui qui gérait tout. Il n'est pas question d'incriminer des Blancs puis, dans une position puissante. Il faut, alors on va quand même faire un procès parce que c'est devenu un tel scandale, mais on va faire en sorte que finalement il ne se passe rien. Et aussi, ça a à voir évidemment avec une totale misogynie, je veux dire un sexisme racial, quoi. C'est à la fois un total mépris pour ces femmes
Et puis un racisme, évidemment. Donc les deux sont, il y a le racisme anti-noir et avec un sexisme très, très, très fort, puisque au cours du procès, on entend des médecins dire mais ces femmes ne comprennent rien, elles savent même pas par où sortent les enfants. Enfin vraiment, ces femmes sont encore traitées, on est quand même en 70. C'est le même État qui d'un côté criminalise l'avortement et la contraception en France, très durement, on le sait, et encore jusqu'en 75, donc, enfin la contraception un peu moins, mais l'avortement très certainement, et où finalement il y avait peu de stérilisation et d'avortement forcé, il n'y en avait pas. Ou peut-être des cas individuels. Alors que dans le même temps, l'État mène une politique très différente, encourage une politique, rien n'a jamais été écrit, hein, il n'y a jamais de décret dans ces cas-là, encourage une politique particulièrement à l'île de la Réunion, un petit peu moins aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, bien que ça ait eu lieu, mais massivement à l'île de la Réunion, puisqu'on parle de entre 3 000 et 5 000 femmes avortées et stérilisées par an, sans consentement. Des femmes créolophones, de classe populaire, racisées, avortées par des médecins français venus de France, blancs, des hommes, dans une clinique, et envoyées par le planning familial, par des assistantes sociales, par des médecins. Donc vraiment une complicité autour de cela, avec un préfet qui soutient, et c'est un peu confirmé par l'attitude des médecins qui s'ébahissent de se retrouver inculpés en disant mais on a toujours été soutenus, là on n'a jamais été, enfin tout le monde le savait dans le pouvoir, on en parlait librement, et que donc pourquoi ça nous tombe dessus. Donc oui, pour moi c'est absolument une expression du racisme d'État. Michel Debré s'est toujours défendu de ça. Hein. Il n'empêche que c'est lui qui a instauré le planning familial, tous ces organismes qui, la REP et la ROF, qui étaient, l'une était un peu plus douce que l'autre, mais l'autre était carrément pour pousser ces femmes à avorter d'elles-mêmes. Hein. C'était pas dit qu'on allait décider pour eux. Dans ces organismes qu'a instauré sur l'île Michel Debré, ils étaient là pour que les femmes viennent les consulter et pour qu'on incite les femmes à avorter ou à réguler, espacer au moins, ou se faire ligaturer des trompes, etc., etc. Après, le basculement vers un système où on avortait sans demander l'avis des femmes, c'est autre chose. Je pense que, évidemment que les politiques locales étaient au courant, ça c'est clair, mais je pense que le système qui s'est mis en place, c'était tellement d'aspects qui étaient mis en jeu qu'ils ne pouvaient plus reculer. Ils étaient pris dedans, y compris Michel Debré. Quoi. Alors que lui, il se revendiquait catholique, etc. Et que en métropole, il était fortement opposé à la légalisation de l'avortement. Donc, son attitude était un peu paradoxale. Voilà, il disait il faut réguler la natalité à La Réunion, mais il n'a jamais reconnu, évidemment, qu'il fallait recourir jusqu'à ces extrêmes. Parce que concomitamment à cette histoire, il y a l'histoire de ces enfants qui ont été arrachés à leur famille, envoyés dans les régions agricoles françaises qui se désertifiaient. Donc on a été repeupler la France avec ces enfants-là. C'est la même politique. Oui, c'est la politique de Michel Debré. C'est les enfants de la Creuse, c'est la politique qu'il a instaurée. Encore une fois, soi-disant qui est parti des bonnes intentions, c'est-à-dire que sur l'île, il n'y avait pas suffisamment de travail, chaque famille avait beaucoup d'enfants et on n'était pas sûr de pouvoir les nourrir, de pouvoir pourvoir à ce qu'ils trouvent du travail. Donc, envoyons-les
en France, en métropole, et puis profitons-en pour repeupler les régions qui se sont désertifiées. Les familles se souviennent encore aujourd'hui qu'il y avait une voiture rouge qui circulait et que les mamans disaient « Attention, quand vous voyez une voiture rouge, il faut courir, il faut se cacher parce que c'est la voiture qui prend les enfants. » Alors qu'on disait que les familles donnaient les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir. Non. Non, les mères ne donnaient pas les enfants. Les assistantes sociales sillonnaient l'île vers des familles pauvres, faisaient signer des papiers aux parents qui étaient bien souvent illettrés. Valérie Andanson, ex-mineure de la Réunion, chargée de la communication de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Ils ne savaient pas ce qui signait. C'est-à-dire que l'État, à ce moment-là, promettait aux familles, on prend vos enfants, ils vont partir vers la métropole pour une éducation et ils vont revenir tous les ans. Mais ce qui est grave, c'est que nous sommes partis pour un aller simple. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, Michel Debré, vos difficultés, vos problèmes. 1963. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. En effet, le foyer de l'enfance de Guéret, foyer qui a ouvert ses portes le 1er septembre 1965, il faut le souligner, et qui compte donc plus de 4 années de fonctionnement, mettait dès cette date ses 45 lits à la disposition des services de l'action sanitaire et sociale du département de la Creuse. On nous a largués dans les départements ruraux sans aucun suivi. C'est inimaginable parce que ça concerne quand même plus de 2000 enfants. Et il y a eu des personnes qui se sont soulevées, qui ont dit « Attention, ça ne marche pas ». Il y a par exemple le directeur du foyer de Guéret qui a écrit au président de la République, qui a écrit aux services concernés, il faut que ces enfants repartent sur l'île. C'est à la suite de l'action menée par un fonctionnaire de cette administration, lequel avait effectué de nombreux séjours dans l'île de la Réunion, ce département français bien éloigné de la métropole, que l'on songea à diriger sur ce centre une quarantaine de jeunes réunionnais. On a disposé de la vie d'enfants, alors de nourrissons, ça pouvait être de 6 mois, 3 mois, jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, au début, la majorité était à 21 ans. Avec l'approbation des administrations et même voire la facilitation. Elisabeth Rabé-Sandratana, avocate des ex-mineurs de la Réunion. Ces enfants étaient fabriqués pupilles. Alors vous avez PA, pupille abandonnée, avec des actes d'abandon, ou parfois pas du tout, mais un acte d'abandon avec, si vous voulez, uniquement une empreinte digitale, qui a signé, voilà, ou PO, pupille orphelin, alors que ces enfants avaient des parents. Et à partir de là, tout était joué, puisque ces enfants étaient devenus des pupilles et pouvaient partir dans l'Hexagone, ou pour l'adoption, ou dans des foyers, ça devenait des enfants placés. Ceux qui n'étaient pas adoptés étaient placés et pouvaient être dans des foyers ou dans des fermes. Alors là, je vous attrape ce matin, gare du Nord, parce que vous partez pour La Haye, vous travaillez au tribunal pénal international. Cette histoire des enfants de la Réunion, c'est quoi? C'est un crime d'État? Vous dites crime d'État, on peut l'appeler comme tel, c'est pas une qualification juridique, mais c'est un symbole, c'est important. C'est de toute façon des droits essentiels qui ont été bafoués sur une période d'au moins 20 ans. Et ce qui est crucial aujourd'hui, c'est que ces ex-mineurs ont entre 40, 45 ans, 75 ans. Certains sont décédés, certains
quand vous les rencontrerez, vous vous en rendrez compte, sont dans des états fragilisés, ayant vécu des traumatismes répétés. Même ceux qui s'en sont sortis se sont assimilés, puisque c'était aussi une politique d'assimilation. Il y avait un côté immigration. C'est cette démarche qui explique qu'aujourd'hui, l'effectif du foyer de l'enfance de Guéret comprend un total de 46 garçons et de 17 filles, parmi lesquels on peut compter, et vous les avez aperçus depuis le départ de ce reportage, 42 jeunes enfants venus tout droit de La Réunion. J'avais 9 ans et demi, comme on dirait. 9 ans et demi, j'avais. Inel Annette, ex-mineur de La Réunion, membre de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, département et région d'Outre-mer. Et quand on m'a dit « on t'envoie en France », j'ai dit « non, je ne veux pas y aller, j'ai peur de Napoléon ». Vous voyez ce genre de réaction stupide, mais c'était ça. Bon. C'est mon souvenir, ça. Et là, on m'envoie, je suis avec mes sœurs, je pars avec 3 de mes sœurs. 2 autres étaient déjà partis les années précédentes, les mois précédents. J'arrive à Paris. Je m'en souviens, vous voyez le souvenir même de départ. L'aéroport de Saint-Denis était tellement petit qu'on prend un petit avion, on s'arrête à Madagascar, à Tananarive, là où on prend la caravelle, et puis à l'intérieur de l'avion, on m'offre un jus d'orange, mais c'était la première fois que je buvais un jus d'orange. Vous voyez ces impressions qui vous reviennent des années après, là. Et là, on atterrit à Paris, on passe une nuit à Paris, on part avec mes sœurs à Pau. Et là, j'arrive dans la même pension que mes sœurs, parce qu'on m'avait dit qu'on ne nous séparerait pas, bien évidemment. Hein. Et c'est en arrivant dans cette institution, entre guillemets institution, puisque c'était un bon pasteur, et si vous connaissez les bons pasteurs, c'était des maisons de redressement pour jeunes filles. Et là, on découvre que je suis un garçon. Notamment avec mon nom, Inel, Annette, vous savez, ça c'est le drame de ma vie, on m'appelle toujours Madame Inel, et même actuellement, ça c'est pour l'anecdote, mais là, au dernier moment, ben, tu ne peux pas rester là. Au dernier moment, on me cherche une pension, on me trouve un orphelinat à quelques kilomètres de là. Et voilà, j'ai été une nouvelle séparation. Brutale. On a vécu rupture sur rupture, abandon sur abandon. Bon, moi j'avais 3 ans. Je n'ai strictement aucun souvenir de La Réunion, de ma naissance jusqu'à ce départ à l'âge de 3 ans. Et arrivé dans la Creuse, nous avons tous été séparés. Mais ce que je sais, c'est que quand nous sommes arrivés assez nombreux, et on était tellement nombreux qu'ils ont mis des lits partout dans ce foyer de Guéret, dans le réfectoire, partout dans les couloirs. Et moi, je faisais partie des petits, donc les petits ont dormi par terre, et le lendemain, les petits n'étaient plus là. Ils ont fait un tri, hein, c'est-à-dire qu'arrivés dans ce foyer de Guéret, ils ont trié les enfants. Les ados d'un côté, les petits de l'autre, et en fonction même de la corpulence, ils ont trié les ados aussi. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, 4 ans, maltraitée. Par le père surtout, par leur fille. Je dirais que c'était un élevage entre guillemets de cochons. Voilà. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée. J'ai été adoptée par une famille aimante. Mais je dirais que ça a été vraiment... je suis arrivée dans cette famille avec mes cheveux très crépus. Mon côté très créole. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'avais des questionnements. Et mon père, mes parents, ma mère surtout, me martelaient, je suis ta maman, voici ton papa. Et quand on martèle dans l'esprit d'un enfant, je suis ta maman, je suis ton papa, à un moment donné, on y croit. Mais pendant des années, ça a été ça. Je me posais cette question, mais pourquoi je suis bronzée et pourquoi vous êtes blanc ? Et j'ai souffert beaucoup du racisme parce que j'étais dans un petit village de la Creuse où il n'y avait qu'une petite noire, donc on me traitait de négresse, on me traitait de Blanche-Neige, mais je me souviens trop au collège où c'était une élève qui avait carrément fait une chanson sur moi, la sale négresse qui pisse dans l'eau. J'étais obligée de sortir du collège pour aller déjeuner parce que c'était invivable. Vous aviez 3 ans, mais pour les plus grands, ils avaient des souvenirs de La Réunion?
Alors c'est surtout, je dirais, pour les plus grands, les ados, où il y a le plus de souffrance, hein, parce que ces ados sont arrivés, la plupart, bon, dans la Creuse, on dit les enfants dits de la Creuse, mais ça concerne 84 départements. Mais dans la Creuse, les ados se sont retrouvés dans des familles où ils étaient considérés comme de la main-d'œuvre gratuite. Ils faisaient des travaux forcés, bien souvent. On peut associer cette histoire avec de l'esclavage moderne. Sous la conduite du directeur, M. O'Hare, lui-même réunionnais, lequel est assisté de 8 moniteurs et monitrices, les jeunes hôtes de ce centre sont loin d'être des inactifs. En effet, si 23 d'entre eux fréquentent encore les bancs de l'école, une douzaine sont déjà entrés en apprentissage à Guéret et 16 autres, déjà plus avancés, sont employés et salariés dans des entreprises locales. Mais il est bien évident qu'il ne peut y avoir de jeunesse sans détente ni récréation, et là encore bien davantage pour des jeunes qui en fait vivent à des milliers de kilomètres de leur province d'origine. C'est pourquoi, compte tenu de l'aimable caractère dont jouissent en général les Réunionnais, il est facile et profitable pour ces jeunes que de très fréquentes soirées récréatives soient organisées. C'est une multiplication de maladresses, c'est une multiplication de, je dirais, d'absence d'anticipation, et puis on traitait tout à la légère, les enfants comme le reste. Voilà, c'est le reflet de ce qui existait à l'époque, de ce qui se faisait et ce qui s'est pratiqué jusqu'en 1984. Le dernier départ en avion, 1984. Donc, si vous voulez, ça couvre une large période, ça couvre aussi un large volet de dirigeants politiques, hein, quelle que soit, je dirais, l'idéologie dominante de ces dirigeants. Hein, donc il faut absolument que la France reconnaisse, et c'est une demande essentielle pour eux, cette demande mémorielle d'excuses. Parce que ce sont des enfants de la France, ce sont des enfants de la République. Eh bien, la Réunion était un département français. Jacques Vergès, nominalement. 2003. Pratiquement, ça restait une vieille colonie. Les Réunionnais étaient des citoyens français, mais que pratiquement, ils étaient traités comme des indigènes, comme les indigènes étaient traités dans les colonies. Qu'on disposait de la vie des gens sans leur consentement. Et sur le comportement des fonctionnaires de l'époque? On aurait dit à un de ces préfets, vous êtes préfet de Meurthe-et-Moselle, vous allez prendre tous les enfants de la DAS et les envoyer à la Réunion, il aurait refusé d'obéir. Le préfet qui est à la Réunion, on lui dit prenez ces enfants qui sont nés à la Réunion, où il y a une histoire différente de celle des autres départements français, faites-leur faire 10 000 km pour aller en France, dans la Creuse. Ils ont accepté de le faire. Je pense que de la part des fonctionnaires français, c'est particulièrement déshonorant. Il y a eu plusieurs procès. Hein. Il y a Vergès qui a fait. Il y a eu aussi celui de Maître Collard. Mais il y a des procès qui n'ont pas abouti, quoi. Sur le plan européen, on est quand même allé. On a été tous, enfin, certains, il y avait quoi, une quinzaine de dossiers. Hein. Nous avons tous été déboutés pour prescription quadriennale. Pas au niveau européen. Au niveau européen, c'est plutôt le fait que la Cour européenne de justice était plutôt débordée, ils n'avaient pas le temps d'aller au fond, et ils se sont un petit peu, entre guillemets, débarrassés de cette affaire parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, il sera question de relancer au niveau européen avec le concours de nos amis européens, justement, les Suisses, les Belges, la Grande-Bretagne, qui aussi ont connu des histoires pareilles. Et ces pays-là ont obtenu satisfaction de la part de leur gouvernement. C'est-à-dire les Suisses sont en cours d'indemnisation. Des excuses ont été faites à tous ces enfants. Bon, là, cet après-midi, nous allons aller au ministère. Nous allons bien voir ce que le ministère va nous proposer de concret. Oui, Jean-Lucien, donc on est... Attends.
Jean-Lucien, je t'appelle parce qu'on va mettre notre stratégie au point pour la réunion là, à 14 h. On n'a pas beaucoup de temps. Et tu m'entends là ou pas? Oui, je t'écoute. Hein. Cette réunion, ça va être de l'enfumage, hein. Ça c'est clair. Il paraît-il un médecin qui va être présent, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il va falloir absolument qu'on défende le dispositif de Marion Feldman, hein, le dispositif psychologique de Marion Feldman. Hein. On essaiera d'aborder un petit peu, bien sûr, les déplacements. On va demander à ce que la bourse de 500 € qui nous est attribuée pour retourner à La Réunion soit doublée, parce que la vie est très chère à La Réunion. On va demander à ce que le dispositif soit élargi à nos conjoints et aux descendants directs. Ça, c'est quelque chose d'acquis, hein. On ne se laissera pas faire. On va parler de la fameuse saisine de notre avocate. Hein. Et dans la saisine, il y a 4 points. Hein. Donc, les excuses publiques de l'État. Que notre histoire rentre dans les manuels scolaires, parce que là, ce qu'ils vont annoncer, le ministère, c'est qu'il y a des fiches pédagogiques qui sont prêtes à La Réunion. Mais il est hors de question que ça reste sur le plan départemental. Cette histoire, elle est nationale, il faut qu'elle soit étudiée dans l'Hexagone, partout, quoi. Hein. On va parler du lieu de mémoire. Comme c'est une histoire d'argent, comme d'habitude, ça va être encore quelque chose qui ne va pas nous convenir, je suppose, parce qu'il faut vraiment qu'on reste sur le lieu de ressources où il y aura notre histoire, où on va pouvoir se retrouver, voilà, bref. Et le 4e point, c'est cette commission nationale. Donc là, j'ai des éléments supplémentaires et il faut absolument qu'on se mette d'accord sur un point, surtout. C'est le devenir de la liste. Donc, le devenir de la liste, le ministère des Outre-mer veut absolument s'en débarrasser et surtout ne plus la gérer. Pourquoi? Ils veulent verrouiller quelque chose. Ils veulent absolument finir l'histoire et ça, c'est pas bon. Donc, la liste, a priori, va partir aux archives nationales et c'est ce que nous voulons. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura plus aucune gestion. Et comment vont faire les ex-mineurs qui ont été adoptés et qui ne peuvent faire aucun lien entre leur nom de naissance et leur nom d'adoption? Parce que sur cette liste, rappelle-toi, il y a le nom de l'ex-mineur, de la victime, il y a sa date de naissance, et en face, il y a en général le nom d'adoption. Donc il y a un lien entre ça. On peut les retrouver. Parce qu'en ce moment, la liste est gérée par le ministère des Outre-mer. Donc on a une personne qui s'occupe que de ça. Mais si donc, la liste va partir aux archives nationales, et si elle n'est plus gérée, comment on va faire? Et parlons aussi donc des adoptés, mais parlons des ex-mineurs, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça soit la victime qui se débrouille à aller chercher les informations. Ça veut dire qu'il y a eu un fichier, il y a eu une liste établie de tous ces enfants. Oui, mais oui, on était répertoriés. Bon, vous savez, quand on a pu, nous, avoir accès à pour savoir si on faisait partie du dispositif. Le dispositif de l'exil par rapport à un autre dispositif qui a été mis en place, qui s'appelait le BUMIDOM, c'était le bureau de migration des DOM. Donc ça ne concernait pas que la Réunion, ça concernait tous les départements d'outre-mer. Et c'était un moyen de permettre à des jeunes majeurs et volontaires de partir en métropole pour travailler. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui nous est arrivé, où là, ça a été un exil forcé de mineurs. Qui tenait les registres? Qui tenait ce registre? C'était le service départemental de l'action sanitaire et sociale, la fameuse DAS, la DAS, qui, à cette époque, était encore un service de l'État. Et vous avez eu accès à ce fichier? C'est un fichier informatique, donc soumis aux dispositions de la CNIL. N'y ont accès que ceux qui pensent avoir fait partie de ce dispositif, qui demandent à vérifier si effectivement ils font partie de ce dispositif. Cette liste, elle devrait être versée aux archives nationales. Les gens concernés devraient pouvoir y avoir accès. Parce que la première démarche,
lorsque ces ex-mineurs m'envoient un dossier, c'est de savoir s'ils sont sur la liste. Et alors vous, en tant qu'avocate de la Fed, sur quel terrain vous vous battez? Alors, mon action, elle est simple. En ayant fait ce constat, en ayant fait le constat que juridiquement, les protagonistes de l'époque ne sont plus en place, où les gens sont décédés ou sont retraités, où, les actions sont prescrites, le choix a été fait, d'une part, d'aller vers une résilience collective et individuelle, puisqu'ils ne peuvent pas séparer l'action collective, qui est un support pour chacun d'entre eux. Et sur le plan de cette action collective, nous avons décidé de saisir le défenseur des droits. Alors, pourquoi le défenseur des droits? Parce que le défenseur des droits, il est nommé par le président de la République, il est totalement indépendant, protégé par la Constitution, et il est là pour veiller à faire respecter les droits par les administrations, tous les services chargés d'une mission publique, les associations, etc. Or, là, dans ce dossier, on est complètement dans le cadre de la violation des droits fondamentaux. Il y a la violation des droits de l'enfance, enfin de la vie humaine, respecter, traiter ces personnes comme des enfants. Là, ça a été vraiment traité comme une marchandise, d'appoint pour des besoins d'État. Donc il y a ça. Le deuxième axe du défenseur de l'enfant, parce qu'il a également repris la compétence de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité, c'est les discriminations. Et il est évident que la façon dont ces enfants ont été traités, on s'est permis des méthodes qui sont sûrement liées finalement à l'origine de ces enfants. Alors ça n'apparaît nulle part, mais vous avez des détails dans les dossiers, et ça résulte du rapport des experts, qui explique que dans les dossiers apparaissent des mentions comme gros nez, donc il faut qu'on comprenne type négroïde, créole brun, brun clair, brun foncé, malabar, enfin voilà, si vous voulez. Alors bien sûr qu'aujourd'hui les dossiers administratifs ne se présentent plus de cette façon parce qu'il y a des lois très strictes. Mais bon, dans les années 60, je pense que ça dit des choses. Je ne pense pas du tout que l'État ait une intention raciste. Même dans le cas des femmes avortées de force? Alors ça, c'est autre chose. Ça, je veux dire, ça, c'est un autre débat. Aller dire ouvertement que c'est du racisme, enfin, que c'est un racisme organisé, je dirais non. On ne peut pas aller jusque-là. Il ne faut pas qu'on parte dans une guerre coloniale, dans une guerre de l'esclavagisme. On n'est pas là-dedans, et c'est un combat qu'on perdrait tout de suite, c'est même pas la peine. Nous, on a vécu une histoire qui est insupportable, dont on n'arrive pas à se soigner pour l'instant. C'est ça qu'il faut que l'on arrive à faire comprendre. Qu'est-ce qui nous permet de juger 50 ans, à plus forte raison plusieurs siècles après, de ce qui s'est passé auparavant? Didier Quentin. Alors il faut sans doute se souvenir, il faut essayer d'éviter que ça se reproduise, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose et que c'est plutôt de nature à diviser. Je pense qu'il est fondamental que l'État se dise responsable. Dominique Bertinotti. Parce que la responsabilité, c'est assumer totalement à un moment donné que l'État n'a pas eu le comportement idoine à l'égard de ses enfants, et qu'à ce titre-là, il faut que nous soyons aujourd'hui dans une obligation de travail de mémoire, de restauration de la dignité, et que de dire à l'ensemble de la société que nous reconnaissons cette faille et cette défaillance de cet État, c'est excessivement important. J'étais dans l'hémicycle, nous étions dans l'hémicycle, et cette résolution a été votée à la majorité, et à la fin les députés se sont levés vers nous et nous ont applaudi. C'est une première porte qu'on a pu ouvrir, mais après on s'est dit cette résolution c'est un papier, l'État français reconnaît sa faute morale, notre histoire est rentrée dans l'histoire de l'Assemblée nationale, c'est quand même un pas
important. C'est vraiment quelque chose, on a atteint un objectif qui est assez fort, quoi. Mais on ne pouvait pas laisser ce papier dans un tiroir, donc il fallait qu'on continue le combat. Par la suite, on s'est dit, on va se rapprocher du ministère des Outre-mer, et là, on a rencontré Georges Paul-Langevin, qui était ministre des Outre-mer, et en 3 mois, elle a mis en place une commission nationale, composée d'experts qui devaient faire la lumière sur cette histoire. Emmanuel Macron, en novembre 2017, nous a adressé une lettre, et je vais juste lire le paragraphe qui nous intéresse. Il apparaît à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute, car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaît la faute de l'État. Et nous allons nous appuyer sur cette déclaration pour avancer sur le plan juridique. Alors on parle de faute de l'État, on parle d'immigration subie, on parle de manquement de l'État, mais à aucun moment on parle de politique coloniale ou néocoloniale ou raciste de l'État français. Et puis en général, on utilise l'État français et pas la République française. On utilise beaucoup l'État français, c'est vrai. De toute façon, c'est une affaire politique, c'est une affaire d'État. Hein. Notre histoire dit enfant de la Creuse. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers notre île tous ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers cette réconciliation. Parce que je dirais que même ces excuses publiques de l'État, ça sera pour nous la façon de trouver enfin le chemin de la résilience. Ces enfants veulent se réconcilier avec leur île. Aller sur place, comprendre la culture, comprendre les personnes, sentir les odeurs, les paysages, etc. Et ce sont des gens, ça va être incroyable, des gens qui vont peut-être retrouver 50 ans après leur famille, ou savoir qu'effectivement ils ont une famille qui existe. Passé 40 ans dans la Creuse, j'ai décidé de partir m'installer à La Réunion avec mes enfants, mes valises, mes enfants sous le bras. Et je suis restée à La Réunion pendant 9 ans. Et dans le but de vraiment comprendre cette adoption et d'aller vers mes origines. Mais les portes sont restées fermées puisque lorsque je suis allée à la mairie de Boisneuf-Saint-Paul, elle avait mon acte de naissance original sous les yeux et elle me dit « je ne peux pas vous le donner ». Je dis « pourquoi ?» Parce que vous êtes né à la Brionne dans la Creuse. Donc moi les portes sont restées fermées pendant des années. Voilà. Sachant qu'en 2016, j'ai appris par hasard aussi, grâce à la famille, que mon père biologique était en vie et je vais aller à sa rencontre en décembre 2020. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Aujourd'hui, j'ai fait toutes les démarches avec mon avocate pour redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à Boisneuf-Saint-Paul. Et c'est mon combat personnel. Je veux redevenir réunionnaise. Je suis creusoise d'adoption, mais mes origines sont à La Réunion. Je suis réunionnaise dans le cœur, dans l'âme, dans mon corps. Donc, pour moi, quand je vais m'appeler Marie-Germaine Périgogne, ça va être une 3e naissance. Dodo la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette dit dodo pas, chatte marron va sous caler. Dodo la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette dit dodo pas, chatte marron va sous caler. C'était stérilisation sans consentement, exil forcé, la République s'est perdue à La Réunion. Avec Ina Lanette, Françoise Vergès, Valérie Andanson, Yarmila Buskova, Elisabeth Rabesandratana et Jean Lucien. Stérilisation sans consentement, exil forcé, la République s'est perdue à La Réunion. Réalisation Somanina, mixage Éric Boisset, archivina Anne Delaveau, coordination Maryvonne Abolivier et Perrine Kervran,
Un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté de Juliette Vendier pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Saint-Denis de la Réunion, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.